Le mal de dos, on connaît tous, ou presque. Mais imaginez un instant une douleur qui ne vient pas d'un effort, mais de l'immobilité. C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui en se penchant sur un mal de dos bien particulier, la spondylarthrite ankylosante. Voilà, c'est la question qui change tout. Ce paradoxe, c'est ce qui distingue d'emblée cette douleur de tout ce qu'on a l'habitude d'entendre. Et cette simple question, elle nous ouvre la porte sur un monde bien plus complexe que celui du simple mal de dos. Allez, on y va. On va décortiquer ensemble ce qui rend cette maladie si unique, en commençant par le commencement, sa définition et ses caractéristiques de base. Alors, la spondylarthrite ankylosante, ou SA pour faire plus court, c'est beaucoup plus qu'une petite gêne passagère. C'est une pathologie inflammatoire chronique. Retenez bien ces deux mots, inflammatoire parce que le corps s'attaque en quelque sorte à lui-même, et chronique car sans rien faire, la raideur et la douleur s'installent et s'aggravent avec le temps, en ciblant surtout la colonne vertébrale. Ok, alors comment on reconnaît ce type de douleur? En fait, il y a 5 grands signes, une sorte de checklist. D'abord, ça commence jeune, avant 40 ans. Ensuite, la douleur s'installe tout doucement, de façon insidieuse. Et puis, bien sûr, on retrouve notre fameux paradoxe, bouger, ça fait du bien, mais rester au repos, ça aggrave les choses. Et le dernier signe, très parlant, c'est cette douleur la nuit, une douleur qui peut même réveiller et qui force à se lever pour que ça passe. Maintenant qu'on a un peu mieux cerné la maladie, on peut se demander qui est-ce que ça touche principalement. Pour ça, les indices ne sont pas seulement dans les symptômes, mais aussi dans la génétique et les stats démographiques. Ce chiffre, 80%, il est assez incroyable. On a tendance à associer les problèmes de dos chroniques à des personnes plus âgées, mais là, pas du tout. L'ASA, elle, touche majoritairement les jeunes adultes. 8 patients sur 10 qui commencent à avoir des symptômes avant même d'avoir 30 ans. C'est énorme. Et puis, il y a la génétique. On parle beaucoup d'un gène en particulier, le HLA-B27. On sait qu'il y a un lien très fort entre sa présence et la maladie, mais attention, ce n'est pas une fatalité. Toutes les personnes qui ont ce gène ne tombent pas malades, heureusement, mais le risque est bien plus élevé. Et pour être honnête, on ne sait pas encore exactement pourquoi. Ce qui est intéressant, c'est que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne face à ce gène. On voit bien ici qu'il y a des différences très nettes entre les groupes ethniques. C'est le genre de données qui aide les chercheurs à mieux comprendre comment la maladie se répartit dans le monde. Bon, rentrons un peu dans la mécanique. Qu'est-ce qui se passe vraiment dans le corps? Le mot-clé à retenir, c'est enthésite. L'inflammation, le cœur du problème, elle ne se situe pas dans le muscle, ni dans l'os lui-même, non. Elle est pile à la jonction, là où les tendons et les ligaments viennent s'accrocher à l'os. C'est cette inflammation des enthésés qui cause la douleur, la raideur et, à la longue, les dégâts sur les os. Alors, comment les médecins font le tri? Comment être sûr qu'il s'agit bien de ça et pas d'un mal de dos classique? Eh bien, c'est un vrai travail de détective. Mettre les deux côte à côte, c'est ce qu'il y a de plus clair. D'un côté, on a la douleur mécanique, celle qu'on a après un faux mouvement et qui s'améliore avec du repos, et de l'autre, la douleur inflammatoire de la SA qui suit des règles complètement inverses. Et en plus, la SA peut s'accompagner de tout un tas d'autres symptômes dans le corps, ce qui n'est pas le cas de la lombalgie mécanique classique. En fait, le diagnostic, c'est un puzzle. La première pièce, c'est l'histoire du patient, ce qu'il raconte. Ensuite, l'examen physique permet de voir concrètement la raideur, la perte de mobilité. Les prises de sang peuvent parfois montrer une inflammation générale, mais pas toujours. Et enfin, c'est l'imagerie, la radio ou l'IRM, qui vient confirmer les soupçons en montrant les premiers dégâts sur les articulations. Justement, allons voir ce qui se passe à l'intérieur, ce que les images nous révèlent. Et on va voir aussi que cette maladie ne se contente pas d'affecter la colonne vertébrale. Au tout début, les changements sont très discrets. Sur une radio, l'œil expert va chercher des petits indices, comme ce qu'on appelle les coins brillants des vertèbres. C'est l'inflammation qui crée de minuscules érosions et une réaction de l'os. La forme des vertèbres aussi commence à changer. Elles deviennent moins concaves, plus droites, plus carrées. L'inflammation adore se nicher dans les articulations sacro-iliaques, tout en bas de la colonne. Et pour mesurer l'avancée des dégâts à cet endroit, les médecins utilisent une échelle en 4 grades. Ça part de changements suspects, un simple doute, jusqu'à l'ankylose, c'est-à-dire la fusion totale de l'articulation. Et ça nous amène à l'image la plus célèbre, presque emblématique de la maladie, la colonne bambou. Ça arrive quand des ponts d'os se forment entre les vertèbres et finissent par les souder les unes aux autres. La colonne perd toute sa souplesse, elle devient rigide comme une tige de bambou. C'est vraiment le signe d'une maladie qui est déjà bien avancée. C'est crucial de comprendre que la AS est une maladie systémique. L'inflammation ne reste pas tranquillement dans le dos. C'est un peu un effet domino.
Elle peut toucher les yeux avec ce qu'on appelle une uvéite, mais aussi l'intestin, la peau avec du psoriasis, et à long terme, cette inflammation chronique peut même augmenter les risques pour le cœur ou les poumons. Bon, le tableau peut ressembler un peu sombre, mais la vraie question c'est qu'est-ce qu'on fait? Comment vit-on avec ce diagnostic? Et là, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des stratégies très efficaces, basées sur une approche proactive et qui fait appel à toute une équipe. Personne ne gère ça tout seul. La prise en charge, c'est un vrai travail d'équipe. Le rhumatologue est un peu le chef d'orchestre, mais selon les symptômes, l'ophtalmo, le gastro-entérologue, le kiné, tout le monde a son rôle à jouer pour gérer la maladie dans sa globalité. Le plan de bataille, si on peut dire, il repose sur 4 piliers. Le premier, et il est non négociable, c'est l'exercice physique. Ce n'est pas une option, c'est une partie intégrante du traitement pour garder la souplesse. Ensuite, il y a les médicaments, des anti-inflammatoires jusqu'aux thérapies biologiques plus récentes. Et enfin, l'éducation et l'hygiène de vie, en particulier l'arrêt du tabac, qui sont absolument fondamentaux. Et ça nous amène à ce message qui est vraiment porteur d'espoir. Malgré le côté chronique de la maladie, les traitements d'aujourd'hui ont complètement changé la donne. La grande majorité des personnes atteintes peuvent tout à fait continuer à mener une vie pleine et active. C'est un point qu'il faut vraiment marteler. L'image de la colonne bambou, de l'invalidité sévère, ça c'est ce qui pouvait arriver avant sans traitement efficace. Aujourd'hui, avec un diagnostic précoce et une bonne prise en charge, cette évolution est devenue, heureusement, assez rare. On termine donc sur cette question, mais en fait tout ce qu'on vient de voir nous montre que la réponse est clairement oui. La spondylarthrite ankylosante reste un défi, c'est sûr, mais elle est aussi le parfait exemple de comment une meilleure compréhension d'une maladie, alliée à une approche collaborative, peut totalement transformer le quotidien et l'avenir des personnes qui vivent avec.